Donc Thomas, tu vas nous présenter un petit peu ton deck et quelques petites explications ou analyses, ce que tu veux, je te laisse faire. Tout à fait. Alors on va commencer. Donc ça c'est la même base quasiment que j'ai joué au 7-3 avec quelques cartes qui se sont rajoutées. Donc on commence avec une base classique de 4 mouches. 1, 2, 3 et 4 qui permettent en fait d'aller chercher un peu de l'or en début de partie ou de gérer éventuellement de l'aggro. Et j'ai aussi vu par rapport à ce mouche la petite stratégie de bloquer le Flynn Rider Tout à fait. qui vient se poser, qui empêche son effet là. Et il est là essentiellement dans le match-up rouge-violet aussi pour bloquer l'effet de Flynn quand il arrive et retarder un petit peu. Généralement il y a la Sissou qui arrive juste après donc ça ne dure pas longtemps, mais ça permet de retarder un petit peu. On a aussi pour le match-up notamment Bucky, 3 petits Mickey qui permettent de mettre une encre du dessus du deck, donc sans vider ta main. On a ensuite, moi j'aime beaucoup cette carte là, c'est la carte Belle qui permet d'accélérer en mana quand on n'a pas eu la plume ou tout simplement de mettre de la pression en l'or qui passe à 5 de l'or dès qu'on a 10 d'encre. Donc j'aime bien comboter avec Lucky Dime, on sait qu'il faut 13 d'encre pour faire Belle, Lucky Dime et puis l'activer et ainsi gagner 5 de l'or. J'ai aussi le combo de pioche obligatoire pour ce deck avec les 4 Flaversham et c'est tout pour les T4. Après on arrive à la grosse partie du deck qui est la partie des chanteurs. Généralement on arrive à poser ces personnages là au T4 ou quand on a posé la plume au T3, ben, l'objectif c'est d'avoir direct les personnages, les chanteurs à 5. Donc la bête qui permet de casser un objet qui est très forte en mirror notamment. On a aussi 2 bêtes héros tragiques que j'aime bien parce que parfois quand elle est blessée elle peut aller chercher directement les châteaux en rouge-violet. Puis ma carte préférée qui m'a fait gagner beaucoup de matchs, la partie Big Ben qui est hors d'atteinte et qui permet de chanter et de protéger les mouches après qui partent à l'aventure sans prendre de points de dégâts. Le Big Ben, c'est presque une sorte de Bucky pour le bleu-gris un petit peu, hein, qui est posé, qui bouge plus. Hein. C'est un staple, il bouge plus. Une fois que tu en as 2 posés sur le board, tous les decks gris, ils peuvent plus faire de dégâts. En mirror, c'est les premiers qui posent leur Big Ben qui ont gagné. Contre vert gris, pareil, dès qu'il y a un Big Ben, t'es quand même serein. Avant c'était super fort contre rouge-violet, maintenant ça allait enfin super fort parce que tu pouvais le poser, tu étais sûr qu'il allait chanter ce rêve bleu. Maintenant avec Big King Undisputed ou un roi incontesté, c'est un peu moins vrai, il faut jouer autour, mais c'est une carte qui est quand même super importante. Après on a la fameuse Fée Clochette qui fait un dégât à tout le monde quand elle arrive en jeu, qui est toujours forte, c'est étonnant qu'elle soit encore toujours là, je pense que bientôt elle va disparaître avec le power creep des cartes, mais elle est toujours forte. Une petite Ariel qui est non ancrable pour 6 et qui permet, si tu as plus d'objets que l'adversaire, de l'orer à 5. Elle n'est pas super importante. Moi, je préfère Belle qui a moins de conditions. Mais je la joue quand même en un exemplaire. Ça peut surprendre. Elle a toujours la hors d'atteinte, donc elle est toujours bien. Et la carte maîtresse maintenant de ce 7-4 qui te permet d'aller gagner contre rouge-violet ou en mirror, c'est le fameux Tamatoa qui est très dur à aller chercher. Après, on a une base chanson avec... Moi, je joue qu'un seul Zeus en gestion, en enchanté. Sinon, je la jouerai. J'espère en avoir 2 pour jouer 2 enchantés. On a 3 Thion la bête. Et du coup, ça, c'est la carte que je préfère, que je jouerai en x2, je pense, à Bologne. Parce que je compte pas tomber sur que des agros, mais que j'ai joué en x3 aujourd'hui parce que je m'attendais à une méta un peu plus agressive. Mais ça a été pas suffisant. Je joue 4 ce rêve bleu parce que le but de ce deck c'est quand même de s'accélérer en mana et puis de faire de la magie. L'objectif c'est de jouer plein de cartes, de chanter avec les chanteurs à 5, poser et puis d'avoir un board monstrueux, de libérer des livrets pour gérer les Tamatoa adverses ou les gros trucs. Et au fait sur cette libérer des livrets, est-ce un problème de donner une encre à son adversaire ? Au final, pas vraiment par rapport à ce que tu peux enlever comme carte. En fait, elle est là parce qu'elle est ancrable dans le deck. Sinon, je préférais avoir un feu du dragon comme il y a en rouge, mais elle n'existe pas. Zeus, c'est bien, mais c'est non ancrable aussi. Donc elle est là parce qu'elle est ancrable et qu'elle permet de gérer à peu près n'importe quelle carte qui arrive en face qui n'a pas hors d'atteinte. Donc les Tamatoa notamment, qui sont très durs à gérer pour des en mirror.
Donc elle est intéressante. Après, elle peut rentrer en 3 exemplaires. Là, je l'ai mise en 2 parce que y a que 60. Moi, je joue 62 cartes dans le deck, mais il y a que 60 cartes normalement, donc il faut quand même faire des choix. Tu peux pas tout rentrer. Ouais, bien sûr. Après, en action, on va avoir le combo avec 2 Baboum pour les Diablos, 2 fracassés, qui font 3 points de dégâts pour les Ursula ou les Diablos. Pour le match-up contre Rouge-Violet, on a 2 Libérer les Titans. Et j'ai mis une petite carte tech qui m'a pas servi beaucoup, mais j'ai mis un petit Choisis ton combat pour aller gérer le Bucky un peu plus rapidement, ou les Flynn parfois dans certains matchs. Mais ça m'a servi absolument à rien. Ou même dans les match-up aggro, quand on a une clochette posée, on fait ce Choisis ton combat et ça permet d'aller taper un adversaire et puis de mettre de dégâts ailleurs. Donc c'est plutôt intéressant. Là, on arrive sur la base classique des objets que tous les decks bleu-gris vont jouer, avec 4 sphères d'endurance, 4 glace à l'eau. Et d'ailleurs, cette carte, la sphère d'endurance, c'est ça, la fortisphère là. Est-ce que tu utilises son pouvoir rempart ou pas du tout? Ça peut arriver, notamment quand j'ai fait chanter un personnage à 5 et que j'ai un autre petit personnage à côté. Je peux payer le coût de 1 pour qu'il puisse éventuellement chanter un deuxième tour après. Donc ça m'arrive. Disons que, en tout cas, c'est la première que je sacrifie avec Flavorsham parce qu'il faut payer 1 pour activer son effet. Mais clairement, c'est des cartes qui permettent... en fait, tu joues un deck qui a 8 cartes en moins, vu qu'elle se recycle toute seule. Elle combote vachement bien avec Flavorsham. Et puis, selon le match-up, elles peuvent vraiment aider. Ouais. Après, on arrive avec la carte clé du deck, la plume en forme d'arête, qui permet d'ancrer tout ce qu'on veut sans que l'adversaire le sache. Et l'avantage, c'est comme l'adversaire le sait pas, il peut jouer autour de cartes qui n'existent plus parce que je les ai déjà ancrées. Et c'est plutôt intéressant. Et on peut accélérer vraiment vite, surtout quand il y a 1 ou 2 plumes qui sont posées. Avec des rêves bleus, on peut dégénérer très vite. Et le deck, pourquoi il existe, c'est le sous-fétiche qui permet, avec Tamatoa notamment, de faire du lore à distance. C'est pour ça que le deck est apparu en fait au 7-3. C'est cette carte qui a permis à l'archétype d'être viable et de passer tier 1, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, c'est la carte qui est vraiment forte, qui permet de lorer à distance. Et tu sais, un rouge-violet qui voit le sous-fétiche posé, s'il n'est pas à 13-14 de lore, il commence à stresser un peu. En mirror, c'est important. Et sur plein de match-up, contre aggro, elle sert à rien par contre. Mais... Et je me posais une question. Dans ce deck bleu-gris, on est toujours, les joueurs sont toujours en train de chercher ce sous-fétiche constamment. Il y avait la carte qu'on voyait souvent dans bleu-rouge, le goéland qui allait chercher dans sa pioche, dans sa bibliothèque pour trouver son sous-fétiche. Pourquoi il n'est pas plus souvent joué en 3 exemplaires, par exemple? En fait, je pense que c'est aussi une question de préférence. Le Eureka, il permettait d'aller trier son deck, donc trouver les objets que tu voulais. Il fait un peu de présence sur le board, mais il n'est pas joué parce qu'il n'y a que 60 cartes dans le deck et qu'il faut choisir. À un moment donné, tu ne peux pas tout rentrer. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien rentrer là pour les match-up aggro, plus des capitaines crochets ou des allumer les mèches. Mais pareil, après, qu'est-ce que j'enlève? Il y a quand même des cartes qui sont obligatoires. Je pense que je peux retirer une Belle, je peux retirer une Ariel. Parce que pour toi, dans un deck bleu-gris, même avec cette mécanique de rampe, tout ça, d'avoir beaucoup d'encre, d'avoir plus de cartes, c'est un problème? En fait, plus tu rajoutes de cartes dans le deck, plus tu le dilues. Ouais. Mathématiquement, tu as moins de chances de le trouver. Donc moi, je joue à 62 cartes pour 2 raisons. La première, c'est que ça me laisse un peu plus d'options. Et la deuxième, c'est que mon adversaire, s'il compte mes cartes, il pense que j'en ai 60 et j'en ai pas 60. Donc ça... Parce que les joueurs peuvent compter les cartes? Bien sûr, ouais. Ah il y a beaucoup de joueurs qui comptent les cartes et qui peuvent essayer de me meuler si on a fait beaucoup de rêves bleus. Mais comme j'en ai pas 60, j'en ai 62 et parfois je joue à 61, 63, 62, juste pour pas tomber pile sur 60. Quoi. Donc ça peut être un petit conseil, une astuce de jouer un peu plus de cartes? Ça dépend ton deck et ça dépend comment tu veux jouer, mais moi ça me dérange pas de jouer 61 ou 62. Les probabilités de piocher les cartes sont quasiment identiques, mais par contre, l'adversaire sait pas combien de cartes il te reste dans le deck. Quoi. Alors maintenant tout le monde va savoir que je joue 62 cartes, mais c'est pas très grave. Ouais. Ça changera pas grand chose. Et est-ce que tu as eu un problème de trouver ce sous-fétiche durant les parties? Ça t'est arrivé? Non, parce qu'au final, en tout cas aujourd'hui, sur les parties que j'ai jouées, j'ai pas eu le temps. Je suis jamais monté à plus de 6 encres. J'ai joué 10 manches. Sur les 10, je suis jamais monté à plus de 6 encres. Il y en a une, je crois, où j'ai gagné au sous-fétiche, mais c'était
c'était un deck qui était un peu plus lent, donc il m'a permis de m'installer. Mais sur tous les autres, en fait, j'étais en réaction et pas en action. Et un deck bleu-gris qui est en réaction, il est moins fort que quand il est en action. Tout simplement, contre rouge-violet, il faut que ce soit le rouge-violet qui soit en défense. Si le rouge-violet est en défense, tu vas gagner. Si c'est toi qui es en défense, ça va être compliqué. Et pareil, dans les autres match-up, j'ai pas joué de vert-gris, donc je peux pas... J'ai joué que des decks aggro qui allaient très vite. Et moi, j'étais en réaction, j'ose pas jouer la plume parce qu'il faut que j'aille chercher faut que je mette un baboum ou un fracassé pour tenir. Et au final, après, je m'essouffle et puis j'ai plus de cartes, quoi. Ok. Bon, bah super. Voilà. Merci Thomas de nous avoir présenté avec plaisir. Ton deck et cette petite analyse. Et je te dis à très bientôt et bonne chance pour les futurs tournois. Merci. Allez, à salut. bientôt. Ciao, ciao.